Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau point lecture. Aujourd'hui dans ce point lecture, je vais vous parler de 6 romans qui sont pas tous des grosses réussites. Il y en a un que j'ai surkiffé sa maman, de trucs de ouf et tout. De ouf, hein, de ouf. Et il y en a quand même des bien qui étaient sympas mais sans plus. Bref, vous allez voir tout ça. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais d'abord commencer par le livre que j'ai adoré, que j'ai préféré de tout ce point lecture, pour la bonne et simple raison que il est difficile à présenter, et qu'en fait, si je le fais en fin de vidéo, étant donné que c'est quand même fatigant de faire une vidéo, on dirait pas comme ça, mais je vous assure qu'au niveau du cerveau, ça... tu vois. Du coup, je me suis dit, si je le présente à la fin, je risque de le bâcler et d'essayer d'aller vite parce que j'en aurais marre. Donc on va le faire au début, voilà. Donc pas de suspense. Brandon Sanderson, voilà. Je vous avais proposé, enfin j'avais proposé sur Instagram à ceux qui le souhaitaient qu'on le lise ensemble parce que c'est un beau bébé et que je me disais que du coup ça allait nous motiver. On était plusieurs, je sais pas, une petite dizaine je pense à le lire ensemble, j'avais créé un petit groupe sur Insta. Certaines l'ont pas terminé je crois, mais c'est pas bien grave, hein. En fait je l'ai personnellement littéralement bouffé. On est plusieurs à avoir dans l'immédiat acheté le tome 2 tout de suite maintenant parce qu'on ne pouvait pas attendre. Alors je dis tome 2 mais en fait c'est une saga qui se présente pour le moment en 6 tomes, sauf que chaque tome est tellement balèze qu'il est divisé en 2. Donc là c'est le tome 1, mais c'est la première partie du tome 1. Au départ, je voulais attendre d'avoir lu le tome 2 de cette partie pour vous en parler, et je me suis dit que ça allait être bien trop lourd et compliqué, donc non, je vous parle de celui-ci. Même si je vous dis que j'ai déjà acheté la suite et que je vais la lire très bientôt, parce que j'ai passé 3-4 jours sur ce roman, et c'était magnifique, c'était magique, et j'ai adoré, et que j'avais constamment envie d'y retourner en fait. C'est ce genre de roman où quand vous le posez, vous êtes en train de faire autre chose, et de temps en temps votre cerveau, vous savez, il retourne dans l'univers en fait, il retourne auprès des personnages, et du coup voilà, t'arrêtes pas d'y penser et t'as envie de finir ce que t'es en train de faire pour pouvoir aller lire. C'est exactement ce que j'ai vécu, et c'est ce que ça me fait à chaque fois avec Brandon Sanderson, donc c'est plutôt un gage de qualité pour moi. Bref, donc les archives de Rochard, c'est quoi? Alors, dans ce roman, on va suivre différents personnages qui vivent différentes choses. On va suivre dans un premier temps un homme qui s'appelle... Alors, je sais pas si c'est Kaladin ou Kaladine. Moi, je l'appelais Kaladin, donc on va dire Kaladin. Qui s'appelle Kaladin, qui va traverser beaucoup de choses, qui va d'abord être militaire, entre guillemets. Hein. Il est assez fort, il est jeune, hein. Il est très très jeune, mais il va être militaire et il va avoir une très bonne réputation puisque c'est le seul groupe, celui qui le dirige lui, où personne ne meurt, du coup on va lui attribuer un petit peu un espèce de pouvoir en se disant que c'est pas possible, il a un truc, et donc voilà, donc on suit cet homme dont le destin va être complètement chamboulé puisque de grands soldats ayant beaucoup de valeur, il va passer à simple esclave. Voilà, un simple esclave réduit en petite merdouille, totalement détesté de tous, et dont on veut la mort, hein, finalement. C'était clairement ma partie préférée du roman. J'adorais à chaque fois qu'on se retrouve avec lui, j'adore ce personnage, je le trouve passionnant. Il est fort, il a un super caractère, et il y a plein de choses mystiques et magiques autour de lui, j'en suis sûre, et j'ai trop envie d'y retourner, c'était un truc de fou. En plus, c'était un peu glauqui, ces parties où tu vois, il se retrouve esclave, et puis tu te dis, mais c'est pas possible, il va s'en sortir. Bref, il y a un espèce... Moi j'ai eu un très fort attachement à Kaladin, donc voilà. On suit également une jeune femme qui s'appelle Shallan, qui elle fait partie d'un autre royaume, enfin d'un... Voilà, oui, bon bref, qui en fait... comment dire, son père vient de décéder et il faut absolument que personne ne le sache parce que sa famille a beaucoup de dettes, et en fait si on découvre que son père est mort, et ben ça va poser beaucoup de soucis en fait. Donc elle s'est mis en tête de voler un truc particulier à quelqu'un en particulier. Elle part donc dans cette mission qu'elle s'est donnée et que ses frères lui ont confiée aussi, pour sauver un petit peu sa famille. On la suit un petit peu moins, c'est un des personnages qu'on suit le moins, je pense qu'on la retrouvera peut-être un peu plus dans la suite. C'était aussi vachement intéressant parce que là on se trouve vraiment dans un centre d'érudits, et c'était vraiment passionnant en fait de voir tout ce côté-là, de voir ces femmes assez fortes, de voir un personnage en particulier, celui que Shallan va voir. C'était vraiment passionnant. Et troisième groupe de personnes, on suit Dalinar, qui est un... Alors, il est pas roi, en fait, il est l'oncle du roi en place, parce que son frère, qui donc était le roi, a été assassiné il y a quelques années par un être spécial portant
voilà, un être spécial. Pourtant, la famille de Dalinar est assez protégée parce que ils ont des armures particulières qui leur donnent un pouvoir particulier, qui les rend extrêmement forts, puissants et limite invincibles. Malgré ça, son frère, qui était le roi à l'époque, a été abattu. Alors on le sait dès le début, je crois que c'est même le premier chapitre, hein, donc je spoile pas. À partir de ce moment-là, son fils, enfin son neveu en fait, Dalinar, va devenir roi, et Dalinar va se promettre de protéger son neveu quoi qu'il arrive. Donc il est, voilà, il fait partie des hauts fonctionnaires, on va dire, hein, de la royauté, et il épaule son neveu comme il peut, avec ses deux fils à lui. Ils vont aller en guerre parce que forcément le fils veut absolument venger la mort de son père et pour ça détruire un peuple. Voilà. Sauf que Dalinar commence à être obsédé par des écrits. Il faut savoir qu'on est dans un univers où tout ce qui est écrit, donc le fait d'écrire ou de lire, n'est autorisé que pour les femmes. Les hommes n'ont pas ce droit en fait, c'est même très mal vu, hein. Le peu d'hommes qui essayent de le faire, c'est très très mal vu. Les hommes ne sont pas censés savoir lire, ne sont pas censés savoir écrire. Et en fait, avant de mourir, le frère de Dalinar, donc le roi, avait lui aussi cette obsession. Il lui arrivait des choses assez bizarres et Dalinar va commencer à le vivre lui aussi, à avoir une obsession pour des textes particuliers, à avoir également une envie de voir les choses évoluer différemment, enfin tout un chamboulement comme ça, malgré le fait que son neveu, donc le roi, lui, veuille faire la guerre parce qu'il ne voit pas d'autre solution pour venger son père. Vous doutez bien que les personnages vont au bout d'un moment quand même tous se regrouper. C'était passionnant, franchement c'était passionnant. Si vous avez peur de la fantasy adulte, n'ayez vraiment pas peur. Brandon Sanderson est hyper abordable, la plume est d'une fluidité incroyable. C'est vraiment pour moi parmi les auteurs de fantasy où on arrive à avoir un univers ultra complexe, des intrigues ultra complexes, des personnages attachants, et en même temps quelque chose d'abordable, de pas compliqué du tout et d'immersif et de passionnant. Voilà, j'ai littéralement dévoré ce premier tome, je n'ai qu'une envie, c'est de retourner dedans. Très sincèrement, si je m'écoutais, j'aurais bouffé les 6 tomes à la chaîne. Je me suis dit que je risquais de soit m'écœurer, soit d'être en PLS à la fin parce que je n'en aurais plus, donc je me suis dit non, tu te raisonnes et tu savoures, mais vous verrez bientôt la suite, hein, parce que j'aime énormément ce que fait l'auteur. Alors comme pour Warbreaker que j'avais lu de Brandon Sanderson, ce n'est pas un coup de cœur, voilà, pour moi c'est pas un coup de cœur, mais c'est, voilà, j'adore, mais vraiment j'adore, et il y a très peu d'auteurs qui arrivent à créer une histoire qui m'obsède au point où j'ai envie d'y retourner tout le temps en fait, et où je n'ai rien envie de faire d'autre que de lire, et que quand je ferme le roman parce que j'ai terminé les 1000 pages, je suis triste. Voilà, donc je suis désolée si j'ai les yeux rouges, je viens d'éternuer. Enfin les yeux qui pleurent, je viens d'éternuer. Donc bref, voilà, une réussite, j'ai adoré, mais adoré, 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 et je suis si heureuse d'avoir encore plein de livres de l'auteur à découvrir. Voilà. Donc merci à tous ceux qui ont fait la lecture commune, c'était vraiment super cool, et puis on se retrouve pour la suite de ce tome. Je vais maintenant vous parler d'un livre que j'ai pour le coup beaucoup moins aimé. Il s'agit de Ocean City, donc de R.T. Akron. Chaque seconde compte. Donc on est un petit peu dans le même truc que dans le film Time Out avec Justin Timberlake, où en fait là, la valeur monétaire en fait c'est le temps. Donc plus t'es riche, plus t'as de temps, et moins t'es riche, moins t'as de temps, forcément, hein. Donc t'as un créditant qui t'est attribué, tu peux en gagner, tu peux en perdre, etc. Et nous on va suivre en fait des ados qui vont créer une machine qui en fait, à la base la machine était là pour permettre à leur famille d'avoir plus de crédit temps, tout simplement. Sauf qu'en fait, quand ils vont l'installer, ça va partir en cacahuète parce que l'un d'entre eux va l'installer sans prévenir les autres. Donc, il va rapidement se faire griller quand même, se faire tuer. Et puis, il y en a l'un d'entre eux, je me souviens plus, Jackson, va assister à l'assassinat de son pote en fait, et là il va comprendre que son pote a installé cette machine sans lui dire, et Jackson se retrouve un petit peu dans la mouise, hein, parce que clairement s'il est cramé et si on découvre que lui a participé, il risque beaucoup aussi. Ça va nous permettre, toute cette aventure est un peu aussi une façon de nous montrer les défauts de cette société qui fonctionne avec comme modèle d'échange, je vous ai dit, donc le temps. Ils vivent sur une espèce de presqu'île parce qu'il s'est passé des choses que je vous laisserai découvrir parce que j'ai pas envie de rentrer dans tous les détails. C'est assez court, et si je commence à rentrer dans tous les détails, le peu de choses intéressantes, je vous l'aurais spoilé, c'est dommage. Personnellement, j'ai pas vraiment accroché.
Déjà parce que j'y ai pas trouvé d'originalité extraordinaire, j'ai pas vraiment aimé la plume, ça m'a beaucoup gênée aussi. Vous voyez, je vous disais que dans Brandon Sanderson, quand je suis pas dans mon livre, j'ai envie d'y retourner et j'y pense, et ben là c'était l'inverse, c'est-à-dire que j'étais en train de lire et je pensais à tout sauf à ça. J'étais en train de penser à ce qu'il fallait que j'achète en allant faire mes courses, voilà, j'étais en train de faire des listes, de faire plein de trucs en même temps que je lisais, et en général c'est très mauvais signe, c'est que je ne suis pas du tout impliquée dans ma lecture, et j'ai pas réussi à m'impliquer plus que ça dans cette lecture, et du coup, vous voyez, je l'ai lu, je l'ai fini, je l'ai lu il y a 3 semaines, et j'ai quasiment pas de souvenirs, parce que c'était vraiment une lecture sans aucune implication, une lecture totalement passive, et je me souviens vite fait de l'intrigue, je sais que je me suis pas éclatée, je sais que je me suis pas ennuyée non plus, mais que, voilà, pour moi, c'est ce que j'appelle vulgairement un livre Kleenex. Alors, je suis désolée, hein, mais c'est mon truc à moi, c'est pas très gentil. Mais je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit « Ah, tu verras, il est génial ». Donc voilà, si vous intéresse, essayez de le découvrir, pourquoi pas. C'est un auteur allemand, hein, donc si vous voulez le lire dans la version originale, ce sera en allemand. Hein, c'est pour ça que moi je l'ai pris en français. Mais voilà, j'avais très envie de le découvrir, je regrette pas de l'avoir lu, parce que vraiment, il m'intriguait et que j'avais très envie de découvrir cette dystopie, en fait. Finalement... bah moi j'y ai pas trouvé grand intérêt. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, c'est vraiment de la jeunesse, hein. On n'est pas dans du young adulte, on est vraiment dans de la jeunesse. Mais voilà, pour moi, pas une franche réussite. On va passer maintenant à ce roman, donc La Piste des éclairs, le tome 1, le 6e monde, de Rebecca Roanne Horse, aux éditions Milady. Franchement, cette couverture est trop belle. Alors, j'avais tellement envie de lire ce roman, vous imaginez pas. Déjà, parce que ça fait très longtemps que j'avais pas lu de beat lit et que j'avais très envie de retourner dans ce style. Dans ce livre, on suit une jeune femme qui s'appelle Maggie. On est dans un univers, en fait, qui est maintenant complètement détruit. Il y a eu ce qu'on appelle les grandes eaux, qui a un peu détruit le monde. C'était une catastrophe climatique. Certaines villes sont toujours debout, mais sont barricadées avec un mur. Et on a d'autres endroits en fait qui sont un peu des no man's land en fait, où en fait la vie suit son cours, mais où les choses sont loin d'être faciles. Nous on suit Maggie qui vit dans ce domaine qui s'appelle Dineta, domaine où il y a énormément d'indiens. Alors quand je dis indiens, c'est indiens d'Amérique, hein, on se comprend bien, et c'était passionnant. C'est vraiment ce qui, moi, m'a totalement transportée dans ce roman, c'est qu'on est vraiment énormément avec la culture indienne, avec la culture des Navarros, avec leurs monstres, hein, aussi, avec leur magie, etc. Et c'était hyper intéressant pour moi, c'était du jamais vu, une superbe... Qu'est-ce que je fais? C'était super original et c'est un truc que j'ai adoré. Donc on va suivre Maggie qui est une chasseuse de monstres en fait, et qui est devenue un petit peu une mercenaire, un peu par la force des choses, elle n'a pas vraiment eu le choix. Et là, elle va être embauchée parce qu'une jeune fille, enfin une enfant plutôt, a été kidnappée par un monstre. Elle va essayer de sauver cette petite fille et elle va découvrir que ce monstre n'est pas un monstre comme les autres. Déjà parce qu'elle a essayé de ronger la gamine, mais qu'il avait des dents un peu comme les nôtres en fait. Et elle va vite se rendre compte que finalement ce monstre ne serait autre qu'un... J'allais dire un golem, mais c'est pas vraiment un golem. Ce serait un monstre qui a été créé grâce à la magie, en fait. Donc c'est pas un monstre mythologique ou je ne sais quoi. C'est un monstre qui a été créé et placé là. Donc elle va aller voir un homme qui a tendance à l'aider, un vieil homme, hein, qui a tendance à souvent l'aider, pour lui en parler, et elle va se retrouver affublée d'un nouveau acolyte, à savoir le fils de ce brave monsieur, qui a un look assez particulier et que Maggie va très fortement juger, hein, au départ. Mais il est censé avoir une magie puissante et du coup il est censé l'aider. Et donc tous les deux ils vont mener cette enquête pour savoir d'où vient ce monstre qui l'a créé. Je suis désolée si vous entendez mes copiniers, elle a vu en pigeon. Je peux pas faire grand chose, désolée. Donc... Oh, arrête. Donc voilà, l'intrigue en elle-même était pas, c'est pas super novateur, c'était pas complètement dingue, etc. Mais vraiment, moi, c'est tout ce qui entourait l'histoire qui m'a passionnée, j'ai adoré. J'ai passé un excellent moment avec ce livre, malgré tout, étant donné que j'ai quand même beaucoup de choses à lire et que clairement l'intrigue en elle-même ne m'a pas non plus passionnée, je ne lirai pas la suite, mais je suis extrêmement contente vraiment, hein, d'avoir lu ce tome 1 parce que avoir enfin un univers d'urban fantasy, enfin de beat lit comme ça, totalement différent, où est mis en avant finalement cette culture indienne, c'était super intéressant et j'ai adoré.
Donc voilà, rien que pour ça, c'était vraiment cool, j'ai passé un super moment de lecture. Vraiment, hein, vraiment, même si l'intrigue m'a pas passionnée, j'ai vraiment passé un chouette moment, c'était cool. Je suis extrêmement contente de l'avoir lu, je lirai pas la suite, ça va pas me manquer, c'est pas très grave. Mais voilà, si vous avez envie de découvrir quelque chose d'assez original et que vous aimez la bitlite, franchement foncez parce que c'est vraiment chouette, sincèrement, c'est vraiment chouette. Alors on va passer à un livre que j'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé. J'ai pas encore vu le film, donc me posez pas la question. Je posterai, je pense, un post sur Instagram où je vous ferai un comparatif, où je vous en parlerai dans un vlog, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai lu Tous nos jours parfaits et j'ai pas du tout aimé. Mais alors, pas du tout aimé. J'avais lu de Jennifer Niven, Les 1001 histoires de notre amour, c'est ça ? Les 1001 visages de notre histoire, je raconte n'importe quoi, qui est une pépite. Et vraiment, j'avais adoré ce livre, c'est un énorme coup de cœur. Du coup, c'est vrai que je mettais beaucoup de choses dans celui-ci. Et alors, je me suis fait chier, les gars. Franchement, j'ai tellement pas aimé. En fait, c'est tellement dommage parce que il y a un truc important dans ce livre. On parle vraiment on parle de maladie mentale, en fait. Et c'est vraiment important et c'est pas... Je vais pas dire que c'est très bien fait parce que c'est pas vrai, mais c'est important et je pense que c'est suffisamment bien fait pour les ados en tout cas, pour prendre conscience de certaines choses. Donc ça pouvait être intéressant, ça pouvait vraiment être intéressant, mais voilà. Mais ça l'était pas, en fait. Je me suis vraiment ennuyée. Vraiment, vraiment, vraiment. En fait, on suit deux personnes, Violette et Finch, qui vont se rencontrer. En fait, bon, ils se connaissent depuis longtemps au lycée, hein, mais ils se sont jamais intéressés l'un à l'autre. Enfin, tout du moins, elle ne s'est jamais intéressée à Finch. Violette vit une période assez difficile. Sa sœur est morte dans un accident de voiture. Elles étaient toutes les deux dans la voiture. Elle a survécu. Donc, complexe du survivant, etc. Donc, elle le vit très très mal. En plus, elle était extrêmement proche de sa sœur, donc c'est très difficile. Et Finch, lui, vit un véritable mal-être, hein, il est pas bien dans sa peau, ça va pas. Ils vont se retrouver en haut d'un clocher, ou d'une tour, on va dire, en haut d'une tour. Alors, est-ce qu'ils sont là pour se suicider? On ne sait pas trop, c'est un peu, voilà, c'est un peu alambiqué tout ça. Bon, moi je suis convaincue que si, ils voulaient tous les deux se foutre en l'air, mais bref. Et en fait, à partir du moment où ils vont se rencontrer à cet endroit-là, Finch va vouloir constamment être avec Violette. Alors Violette, elle, au début, elle le rejette vraiment. Hein. Elle veut pas être avec lui, elle veut vivre dans sa bulle, elle veut être seule dans son malheur, dans sa tristesse. Et finalement, Finch va réussir à s'insinuer comme ça doucement dans sa vie. Sauf que Finch a des problèmes, il a vraiment des problèmes et du coup, eh ben c'est pas évident non plus de le suivre tout le temps. Violette va finir par tomber éperdument amoureuse de lui, Finch va tomber éperdument amoureux d'elle, mais forcément, forcément, ça va pas se passer comme il faut. Le problème, c'est que l'histoire est très lente à se mettre en place. C'est pas... Moi, j'ai pas aimé comment c'était fait, en fait. J'ai vraiment pas aimé, et j'ai trouvé que... tout le monde... Il y en a plein qui m'ont dit « Ah, tu vas voir la fin et tout, prépare les mouchoirs, Je me moque pas de vous, hein, voilà. C'est moi quand je raconte des histoires. Et en fait, pour moi, la fin est une surenchère, en fait. C'est-à-dire que, voilà, j'avais l'impression que l'autrice, la seule chose qu'elle voulait, c'était que je chiale. Et ben, ça n'a pas marché, hein, clairement pas, même. Voilà, donc non, pour moi, c'est un gros fail. J'ai pas aimé l'écriture, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé les personnages. Finch aurait pu être intéressant s'il avait été présenté différemment. Alors, je sais pas si c'est lié à la trad, parce que souvent je me pose la question, parce que je vous dis, j'ai pas aimé l'écriture, alors que dans l'autre livre de l'autrice, ça m'a pas gêné. Donc, est-ce que c'est lié à la traduction? Je ne sais pas. Faudrait que je lise quelques chapitres en anglais pour voir. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai vraiment pas aimé. Voilà, vraiment pas. Maintenant, tous ceux qui ont adoré le roman, vous vous sentez pas agressés, hein, parce que je le dis, il y en a certains sur Instagram qui m'ont dit « Oh là là, ils étaient pas contents que j'ai pas aimé. » Donc vous vous sentez pas agressés, vous avez le droit d'avoir surkiffé de ouf, c'est pas un souci, hein. Moi, j'ai pas aimé. Je vais tenter le film, même si vous êtes nombreux à m'avoir dit que c'était un gros navet. Je vais quand même tenter le coup. Et puis, je vous en reparlerai dans un vlog ou un truc comme ça. Je vais maintenant vous parler de La chasse fantôme de Hermine Lefebvre. Alors, c'est très difficile de vous parler de ce roman parce qu'en fait, je ne sais toujours pas aujourd'hui quoi en penser. Et pourtant, je l'ai lu il y a déjà quelques jours quand même, enfin plus de quelques temps. Et j'arrive toujours pas à savoir réellement. J'arrive pas à mettre des mots, en fait, sur vraiment le ressenti que j'ai par rapport à ce livre. Alors, on est dans un monde où, en fait, il y a une époque, il y a eu ce qu'on appelait la chasse fantôme. Donc, c'était une chevauchée sauvage fantôme qui fauchait des âmes, qui a été enfermée. Voilà, elle a été enfermée. Et on a séparé la chasse fantôme de son maître, qu'on appelait le coryphée, qui était son meneur, son chef. Et le coryphée, on l'a caché sur Terre.
Sauf que au début de l'histoire, en fait, va y avoir un souci. On va suivre ce qu'on appelle les veilleurs, qui sont là pour veiller à ce que justement cette chasse fantôme ne revienne pas sur Terre, hein, ne revienne pas tuer des gens. Sauf que il va y avoir un problème et quelqu'un, sans le faire exprès, enfin bref, va réouvrir entre guillemets les portes et la chasse fantôme va revenir sur Terre. Suite à ça, la chasse fantôme va tout faire pour essayer de retrouver son chef, forcément, le Coryphée. Et nous, du coup, on va suivre les veilleurs, particulièrement un jeune garçon qui s'appelle Natalis, qui était dans l'équipe de ceux qui ont ouvert, entre guillemets, par mégarde la porte, qui, suite à ça, s'est retrouvé dans un fauteuil roulant, dont le père est aujourd'hui dans le coma, suite aussi à cette mission-là. On l'accuse réellement, hein, c'est-à-dire que tout le groupe qui est censé être son groupe, en fait, hein, c'est censé être ses potes, hein, enfin bref, l'accuse ouvertement, lui met toute la culpabilité en fait de la réapparition de la chasse fantôme. Donc on lui met tout sur les épaules. C'est de ta faute et tout, donc tu vas être puni en fait. C'est aussi de ta faute si du coup il y a eu des morts ce jour-là. C'est de ta faute si ton père est dans le coma. Enfin bref, c'est de sa faute pour tout, le pauvre gamin. C'est un ado, il est en fauteuil roulant, il a perdu son père, mais tout est de sa faute. Voilà. Le truc, c'est que Natalis, c'est assez particulier parce que certains des veilleurs, pas tous, juste certains, ont un espèce de pouvoir magique qui permet justement de maintenir éloignée la chasse fantôme. Donc les veilleurs ont réellement besoin de ces personnes-là et ils ont besoin quelque part quand même de Natalis. Voilà, donc jusque là tu te dis l'histoire a l'air dingue, on est dans un univers où il y a un peu deux mondes, le monde derrière le voile et le monde devant le voile, on va dire, où il y a un groupe de grands méchants chevaux sauvages qui viennent faucher des âmes à la recherche de leur chef. À côté de ça, on a des gentils hommes humains qui veulent défendre la planète. Voilà, ça a l'air vraiment vendu comme ça, c'est top. Le problème, c'est que moi j'ai trouvé, et c'est vraiment que mon avis personnel, hein, j'arrive pas réellement à mettre les mots exacts, mais en fait, j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui m'a perturbée, c'est que donc ce Natalis, il est un peu exclu et on l'envoie dans un autre bled en fait, dans une autre ville avec son frère. Et il va devoir en fait mener une vie normale. Donc on l'envoie au lycée, dans un lycée normal, où il va subir du harcèlement, ou voilà, et on comprend pas trop en fait. Moi ça m'a un peu perdue, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à expliquer, mais j'étais un peu perdue, je me suis dit mais attends, je comprends pas, il est censé faire partie d'une élite, je comprends même pas qu'il est dans un lycée normal en fait, étant donné qu'il a des pouvoirs magiques, c'est quoi ce délire, pourquoi on l'envoie dans un lycée où il va rencontrer des gens pas gentils, subir des choses horribles. Alors oui, il va se faire un pote, il y a un vrai intérêt à tout ça, mais si vous voulez, ça m'a déstabilisé en fait ce passage là, et j'avais du mal en fait à jongler. Moi, j'avais vraiment du mal à jongler entre l'univers fantastique, donc dans lequel il évoluait en fait, où il était quelqu'un d'important et où il devait protéger l'humanité, et l'autre partie où il était juste un lycéen ordinaire pas vraiment, puisqu'en plus il est en fauteuil et que du coup on le harcèle pas mal à cause de ça. Et j'avais vraiment du mal en fait à jongler entre les deux et je comprenais pas trop. Mais malgré tout, j'étais quand même à fond dedans et j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, tu vois. Donc je l'ai pas lâché et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Vraiment. Je me demande si c'est pas le premier roman de l'autrice. Voilà, je me pose la question. Maintenant, je sais pas. Sincèrement, j'arrive pas, je vous dis, j'arrive pas à savoir. Je sais que j'ai passé un chouette moment, je sais que j'ai bien aimé. Maintenant, je sais aussi qu'il y a pas mal de choses pendant toute ma lecture qui me... Voilà, ce gros décalage entre réalité et fantastique... Il y a un truc qui allait pas, c'est comme si il m'avait manqué une passerelle, vous voyez. Souvent dans les romans justement qui mélangent réalité et fantastique, on a une espèce de passerelle en fait. Alors c'est vraiment une métaphore, hein, mais on a quelque chose qui nous permet de basculer de l'un à l'autre, des paragraphes, des transitions, je sais pas, il y a un truc. Et là dans ce roman, je les ai pas trouvés et je pense que ça m'a profondément déstabilisée en fait. Il me manquait ce passage de l'un à l'autre et j'avais du mal en fait à tout mettre en place. Et j'y ai trouvé beaucoup de longueur. Voilà, j'y ai trouvé beaucoup de longueur. Il y a des moments où je me disais, ouais, faut que ça bouge un peu là, parce que j'avais envie que ça bâme un peu plus. Après, il y a des passages où justement ça va dans tous les sens et c'est génial et il y a plein d'actions. On n'est pas perdu parce que c'est bien fait et on est à fond dedans. Et puis ça revient au tout plat. Il est au lycée, il se fait harceler, il est pas content, il rentre. Voilà. Et puis il y a eu des trucs assez répétitifs. Voilà, maintenant, très sincèrement, je serais incapable d'écrire ça, donc voilà, chapeau quand même, hein. Très honnêtement. Ça reste vraiment une bonne lecture en fait, j'ai bien aimé, mais il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont dérangée.
J'avais peut-être beaucoup d'attentes aussi pour ce roman, je ne sais pas. En tout cas, voilà, si ce que je vous en ai dit peut vous intriguer, n'hésitez pas à le découvrir. Voilà, ça reste quelque chose qui change un petit peu, c'est du young adulte, hein, je sais pas si je vous l'ai précisé. C'est un bon moment de lecture, vous allez passer un bon moment de lecture. Et puis voilà, je suis très embêtée, je savais pas déjà d'avance comment j'allais vous parler de ce livre, parce que je vous assure que déjà dans ma tête c'est pas super clair, hein, donc j'ai attendu le maximum, et même en attendant le maximum, vous voyez, je suis un peu perdue face à ce roman, et voilà, peut-être que ça va venir au fur et à mesure du temps, peut-être que si les imaginales sont maintenues, parce que pour l'instant on ne sait pas, hein, c'est dans longtemps, mais sait-on jamais, peut-être qu'en discutant avec l'autrice, j'arriverai mieux à mettre des mots hein, sur tout ça. En tout cas là je vous avoue que je suis un peu perdue face à ce livre, je sais un petit peu ce qui m'a dérangé, mais j'arrive pas à mettre le doigt sur tout en fait. Mais voilà, il y a quand même un truc qui me... Faudrait peut-être que j'en parle avec des gens qui l'ont lu d'ailleurs, je ne sais pas. Bref, ça c'était pour la chasse fantôme. Le dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Little Heaven de Nick Cutter, donc moi je l'ai... aux éditions J'ai lu. Alors ce livre, je l'ai lu en lecture commune avec Céline, du compte Céline Lecture, je vous mettrai son lien Instagram en barre d'infos si vous voulez aller voir son compte. Heureusement hein, que je l'ai lu, qu'on l'a lu à deux, je pense qu'on est toutes les deux d'accord pour ça, parce que c'est un roman où, pendant que t'es en train de le lire, en fait, t'as envie d'en parler. T'as besoin d'en parler, t'as besoin d'évacuer le truc et de dire « Oh là là, mais t'as vu, mais t'as... » T'as vraiment besoin de ça, hein, clairement. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'y ai trouvé juste quelques petites longueurs vers la fin, j'avoue que vers la fin j'avais envie quand même que ça se termine, mais je l'ai adoré. Après il fait 700 pages je crois. Ouais, 660 pages. Alors il y a des illustrations, je peux vous montrer que la première, voilà, parce qu'après elle spoil l'histoire. Le livre est très bien foutu pour ça, parce que ça te fout un peu les miquettes quand même, les illustrations. Voilà, c'est un livre qui fait 660 pages, et c'est vrai que... moi, il y a eu, vers la fin, vraiment vers la fin, où j'étais en mode, c'est bon, j'ai envie d'avoir mes réponses, faut qu'on accélère un peu le mouvement. Mais sinon, il y a vraiment juste ça. Sinon, je me suis éclatée, j'ai trouvé ça vraiment super bien. Donc, on est sur plusieurs temporalités, on va suivre 3 personnages, 2 hommes et une femme. Donc, on va suivre Minerva, Mika et Ebb. Alors, ils vont se rencontrer très tôt hein, dans leur vie, donc dans les années 60, il me semble. C'est là qu'ils vont faire connaissance, et on les retrouve, nous, bien plus tard. Où chacun a évolué et chacun a une vie assez bizarre. On sent qu'ils sont pas très heureux dans leur life. Il y en a certains qui aimeraient mettre fin à leur jour, mais ils y arrivent pas. Voilà, on sait pas trop pourquoi. Ils parlent d'un pacte, mais on ne sait pas ce que c'est. Et puis, la fille de Mika va être enlevée par la chose, le truc, et toi tu sais pas ce que c'est, hein, cette chose, ce truc. Du coup Mika va retrouver Minerva et Ebb pour leur demander de l'aide en fait, et leur dire qu'il faut retourner sur place pour trouver sa fille. Et toi t'es là, what? Mais de quoi il parle? Et là on est propulsé dans le passé, et on nous raconte l'histoire de ces 3 personnages dans les années 60. Donc dans les années 60 ils vont être embauchés parce qu'ils sont soit chasseurs de primes, soit mercenaires, enfin bon, bref, hein, ils font pas tous les 3 exactement la même chose. Et en fait, ils vont être embauchés pour retrouver un petit garçon qui a été embarqué par son papa dans une espèce de secte, en fait, qui a mis ses locaux au fin fond d'une forêt bizarre. Donc, cette fameuse communauté religieuse s'appelle Little Heaven, et du coup tous les 3, plus la personne qui les emploie, hein, vont partir au fin fond de la forêt pour essayer de récupérer cet enfant. Voilà, et le problème c'est que dans cette forêt il se passe des choses vraiment très bizarres, mais vraiment très bizarres. C'est sanglant, c'est gore, il y a du boyau, il y a de la tête découpée. L'auteur en plus a une écriture ultra visuelle. Alors il faut savoir que moi quand je lis, je visualise en fait dans ma tête, je me fais un film, hein, ça y est, moi j'ai des images et ça tourne, tu vois. Et le problème c'est qu'avec ce genre de roman, t'as les images, hein, mais c'est cracra quoi. Et voilà, si t'aimes pas lire des trucs comme ça, n'y va pas, hein, parce que c'est vraiment boyau et tout. Hein. Et il arrive à créer une certaine, alors j'ai pas eu peur à proprement parler, mais il arrive quand même, l'auteur, à créer une certaine tension dans ces passages où on est dans la forêt en fait. Je m'imaginais tellement en fait dans cette forêt à entendre un espèce de craquement, à voir une espèce d'ombre, une espèce de lumière, un espèce de truc tu vois à chaque fois, et que là ça part en cacahuète. Donc voilà, donc il est très très doué en fait hein, pour créer toute cette tension et tout ce truc là qui fout bien les miquettes.
C'était super intéressant. Voilà, c'était super intéressant de voir aussi comment évolue cette communauté en huis clos, comment un personnage qui s'appelle Amos, qui est un peu la tête pensante de cet endroit en fait, a réussi à embrouiller un peu tout le monde. Dans ce camp, il va se passer quand même pas mal de choses, notamment la disparition d'un enfant, et quand il retrouve l'enfant, c'est vraiment très chelou. Ce môme, je peux vous assurer qu'il m'a mis mais tellement mal à l'aise, j'en pouvais plus, j'étais en mode mais mon Dieu, faites quelque chose, je sais pas, mettez-le dans une cave. Oui, dans une cave, oui. C'était malaisant en fait, voilà, il y a plein de passages qui sont comme ça, hyper malaisants, et moi je le lisais pas le soir, en même temps je suis une vraie trouillette comme fille, donc je le lisais pas le soir, et déjà voilà, j'aimais ça, hein, c'est vous savez, ce genre de petits malaises et de petites angoisses qui est appréciable quand tu lis un livre d'horreur, hein, parce que quand tu frissonnes pas, c'est naze. Maintenant, moi j'ai trouvé la fin un peu what the fuck, mais faut dire que j'ai lu des fins comme ça chez Stephen King, genre dans Désolation, ça part aussi en vrille, hein. Mais je sais pas, là j'étais un peu en mode, ouais, bon, quand même les gars, on va loin là, mais après la fin était juste, hein, c'est-à-dire que je suis pas en train de dire, oh c'est dommage, j'aurais voulu autre chose, non, c'est juste que ça partait vraiment en cacahuète, c'est-à-dire que là on est dans un livre, j'allais dire un film, tellement, tu vois, on est dans un livre d'horreur, avec du fantastique clairement, et ouais, c'est un peu frissonnant, et il y a une super ambiance. En fait, l'auteur le fait super bien, voilà, c'est ça, l'auteur le fait super bien. Et je peux vous dire que j'ai fait une commande sur le site de Gibert et qu'il y a l'autre livre de Nick Cutter, donc Troupe 52, parce que j'ai trop envie de continuer à découvrir cet auteur, c'était vraiment super. C'est un livre d'ambiance génial. En fait, j'ai retrouvé dans ce roman ce que je cherchais dans Le Signal et dans Insectes de Maxime Chatham. Voilà, il y a ce côté ambiance un peu, tu vois, que j'avais envie de trouver dans ces deux romans de Maxime Chatham, que je n'ai pas trouvé dans ces romans, mais que j'ai trouvé dans celui-là. Voilà, donc peut-être que les gens déçus, hein, surtout de Insectes, parce que alors là-dedans, il y a des trucs avec les insectes aussi, c'est dégueu. Mais du coup... voilà, non, c'était vraiment chouette. Si vous avez envie de vous faire un petit peu peur, alors après attention, hein, c'est pas non plus, tu vas pas rester coincé sous ta couette pendant 15 jours, mais si t'as envie de frissonner un peu, d'avoir une petite ambiance un peu comme ça, un peu glauque et tout, franchement vas-y, c'est vraiment bien fait, ça se lit vraiment très bien, même s'il fait 650 pages, même si je vous dis, moi j'aurais bien cuté une 50aine de pages, ça n'empêche que ça m'a pas du tout gêné dans ma lecture et je me suis vraiment éclatée et j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vais continuer à découvrir cet auteur avec un énorme plaisir. Donc voilà pour mes lectures dans ce point lecture là, en tout cas. J'espère que vous y avez fait des découvertes. Comme vous avez pu voir, je suis vraiment allée un peu de partout. Je suis passée par la fantasy, je suis allée vers le jeunesse, vers l'horreur, vers la romance, qui n'a pas marché du tout, vers le fantastique, voilà. Vous savez que j'aime beaucoup faire des grands écarts littéraire, oui, parce que les vrais grands écarts, je sais pas les faire, donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez fait des découvertes. N'hésitez pas à me dire quel est le roman qui vous tente le plus. Est-ce que, comme moi, vous êtes une grande fan de Brandon Sanderson? Est-ce que vous avez un auteur comme ça, où à chaque fois que vous ouvrez un bouquin, vous savez que ça va être banco, dans le sens, alors je dis pas que vous allez kiffer votre race, mais juste vous savez que vous allez retrouver au moins cette plume qui vous apporte un vrai confort en fait au niveau de votre lecture. N'hésitez pas à me dire ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis voilà, c'est tout, je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans les commentaires. Normalement maintenant ils refonctionnent. J'ai beaucoup de problèmes avec la chaîne en ce moment, donc on croise les doigts, mais normalement ça devrait fonctionner. Je vais vous le dire là parce que je vais pas avoir le temps sinon. Je devais vous mettre dimanche dernier une vidéo sur Booktube par rapport aux questions que vous m'aviez posées. J'ai eu un énorme problème de son, c'est à cause de ma carte mémoire, il faut que j'en rachète une. Du coup je l'ai pas mise parce que j'avais essayé de couper les passages où le son marchait pas et en fait ça donnait un truc complètement bizarre, on comprenait rien de ce que je racontais, c'était pas possible. Il faut que je la retourne, sauf qu'en fait c'est une vidéo qui demande quand même de se poser, etc. Cette semaine je vais pas avoir le temps, du coup dimanche je pense que vous aurez un book haul en fait, et je la mettrai la semaine prochaine, la vidéo qui parle de Booktube et tout, parce que j'ai envie de la tourner correctement, en ayant toute ma tête, tu vois, et pas en faisant ça en prenant un quart d'heure parce que j'ai pas le temps quoi. Voilà, c'est tout. Du coup, je vous laisse. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, etc. Allez sur Utip pour regarder une petite pub si vous avez le temps, hein, et si le cœur vous en dit, bien sûr. Et puis voilà, je vous laisse et je vous retrouve sur Instagram pour ceux qui me suivent. Je vous fais plein d'énormes bisous.